Bon, nous avons la chance à présent d'accueillir le professeur Géraldine Falgaron. Je suis désolée, il y a des petits changements dans le programme, hein, je le répète, mais au final, j'espère que nous pourrons avoir en visio tout à l'heure les docteurs Brock et Lazare. Professeur Géraldine Falgaron, donc de l'hôpital Avicenne à Bobigny, vous avez la tâche immense de faire le tour un peu des thérapeutiques. On l'a abordé en première partie. Il semble qu'il y ait beaucoup de questions sur les effets secondaires des traitements. Donc, je crois que vous êtes disposé à répondre à toutes les questions qui pourront être posées par la salle. Nous allons vous écouter très attentivement, nous permettre éventuellement de vous interrompre s'il y a quelque chose qui nous échappe. Vous n'hésitez pas à lever la main. Je suis désolée, je suis un petit peu aveuglée par les projecteurs, mais des personnes dans la salle sont présentes pour vous faire passer les micros. Professeur Falgaron, on va vous écouter avec attention. Écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là. Il fait très très beau. On est dans un joli endroit et la spondylarthrite est un de mes sujets préférés. J'ai pris le parti avec Franck de vous repositionner l'ensemble de la pharmacopée des spondylarthrites. Et puis aussi de vous redire pourquoi, parce que je sais qu'en consultation, ça peut paraître pas toujours très clair, voire abscon, voire source de suspicion. Pourquoi moi j'ai tel traitement, tel autre a un autre, et est-ce que j'y ai droit, et quel est le problème, etc. Et donc pour ce faire, parce que le premier des débats, c'est de quoi on parle. Alors, Franck et vous tous, le topo est intitulé « Les traitements de la spondylarthrite ankylosante ». Ok. Moi, j'ai appris la spondylarthrite au siècle passé, déjà. Et effectivement, à l'époque, souvenez-vous, pour ceux qui furettent un peu dans nos vieux grimoires de rhumatologie, on appelait ça la spondylarthrite ankylosante. En réalité, c'était la forme emblématique, car très pédagogique, car très particulière. On disait qu'il y avait 9 hommes pour une femme. Et maintenant, on sait qu'au-delà du concept de spondyloarthrite, on s'est tous mis d'accord. Il y a une nomenclature internationale pour appeler ça la spondyloarthrite. Et en fait, c'est donc bien un groupe nosologique, c'est-à-dire un groupe de maladies. Et on peut considérer que ces maladies sont des sous-groupes de spondyloarthrite. On a même inclus récemment les uvéites B27 à l'intérieur, le SAPHO, et elles ont tout au commun, on va voir la lésion anatomique, elles ont tout au commun d'être associées au B27, au HLA B27, mais variablement. Donc première information, que personne ne se stresse avec ce gène, avec cette étiquette génétique qui est intéressante, qui peut parfois nous aider, mais moi, c'est vrai que je l'utilise aussi comme source de discussion sur les facteurs de susceptibilité ou sur éventuellement l'avenir. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'étiquette qu'on n'a pas la maladie. Et ce n'est pas parce que nos enfants ont l'étiquette qu'ils auront forcément la maladie. Et je veux juste vous dire pourquoi la spondyloarthrite, c'est bien une maladie. S'il fallait citer qu'un exemple, c'est les études chez les jumeaux et aussi Maxime Bréban, avec lequel j'ai tout appris un peu au siècle passé encore, qui à Ambroise Paré. Oui, je ne me suis pas présentée, mais c'était sur la première diapositive, on l'a dit, hein, moi maintenant je suis à Bobigny. Ils ont fait une très jolie étude où pour finir, le gène qui sort c'est B27, il y a d'autres gènes génétiques, mais on se rend compte dans le profil des études familiales qu'on retrouve dans une famille donnée toutes les expressions possibles de la spondyloarthrite. Alors, ce n'est pas la démonstration absolue, mais c'est bien un argument indirect pour dire que la spondyloarthrite, c'est des expressions variables d'une seule et même maladie. Alors, ceci étant, dans les indications des traitements, vous avez la spondylarthrite axiale, les formes radiologiques, non radiologiques, indifférenciées, et puis vous avez aussi le rhumatisme psoriasique, on va y revenir. Il y a plusieurs écoles. Nous, enfin moi à Bobigny, Maxime et d'autres, on considère que c'est un groupe. Et puis effectivement, on peut parfois aller chercher, épuiser les traitements à plus ou moins d'autres endroits. Alors la physiopathe, je vous rappelle, qu'est-ce qu'elles ont en commun ces maladies? C'est la souffrance de cette zone d'insertion du tendon dans l'os, l'anthèse. Alors, bon, bah là, c'est donc un calcanéus, le talon, vous reconnaissez ça, tout le monde reconnaît.
Il s'avère que ça commence à se complexifier un petit peu parce qu'on a l'inflammation de la zone dentaise, mais on peut aussi avoir l'inflammation des bourses qui sont devant ou après le tendon d'Achille, l'inflammation de la ponévrose. En réalité, cette structure fibreuse ou fibrocartilagineuse, elle est sur la métaphyse, c'est-à-dire sur la partie longue, justement, la partie d'insertion des os longs, mais parfois aussi sur la partie longue. Et puis, elle est surtout à toutes les zones d'insertion des tendons ou des capsules. On va y revenir. Ça explique qu'on peut avoir mal à vraiment de nombreux endroits, si ce n'est à partout. Alors, on peut maintenant, avec l'échographie notamment, observer, mesurer l'anthèse, voir si elle s'épaissit. Autre concept important, cet épaississement n'est pas réellement spécifique. Ce qui est spécifique, c'est d'avoir dans la zone dentaise à la fois les anomalies, l'inflammation et parfois, vous le savez très bien, les ossifications, les petites calcifications qui sont les anthésophiles calcifiés. Donc on a dit des anthèses, on en a partout, sur le tendon, sur le rachis. Il y a l'atteinte très spécifique de la spondylarthrite qui est la sacro-iliaque, qui n'est pas obligatoire. Et puis, il y a les formes, soit les formes périphériques qui sont de réelle inflammation articulaire, mais en réalité aussi les formes dues à l'atteinte anthésopathique sur les rayons, les mains, les pieds. Et cette inflammation globale de vos doigts, de nos patients, ça donne les dactylites. Et on sait encore mieux, je vais vous passer, et d'ailleurs les premières études étaient des études anglaises au siècle passé aussi, en 1994, où on voyait qu'il y avait vraiment une atteinte histologique très particulière autour de l'anthèse, près de l'ongle également. Et maintenant, on sait même de manière échographique aller chercher la zone d'insertion de l'anthèse sur l'ongle et trouver des facteurs prédictifs. C'est un joli travail qu'a publié Sandrine Joujoulin à Brest, donc des inflammations sur la base de l'ongle. Bon, donc on sait tout ça, mais pour moi, ça me paraissait vraiment important parce que les patients que je vois en consultation continuent à se reposer la question de savoir et pourquoi les douleurs ici, pourquoi cette migration, comme on dit. En réalité, c'est un allumage successif des zones inflammatoires dentaires de la spondylarthrite. Donc on a un terrain génétique, je ne vais pas y revenir. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Oui, probablement l'inflammation digestive. Une fois encore, un petit clin d'œil à Maxime Bréban, mais plus au-delà de ça, à leur groupe de recherche. Et vous savez qu'il y a différents endroits où on fait de l'inflammation digestive. Corinne aussi, qui devait venir, travaille là-dessus. Et donc, il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, d'autres choses que moi j'avais faites sur les cellules dendritiques, on va passer. Une fois encore, c'est cette variabilité et cette multiplicité des facteurs qui explique la succession de douleurs qu'on a. À ne pas confondre, mais maintenant on reconnaît le concept de fibromyalgie secondaire, à ne pas confondre avec des douleurs diffuses qui ne sont pas uniquement des douleurs dentaises, qui ne sont pas des douleurs dentaises inflammatoires et qui sont aussi qui émergent sur le terrain des rhumatismes. Alors là, du coup, ça complexifie un peu. Parce que quand j'ai appris la rhumatologie, toujours au siècle passé, on ne parlait pas tout à fait de fibromyalgie. On va dire dans les années 2000, on considérait que c'était fromage au dessert, un diagnostic différentiel. Et maintenant, on est très nombreux à considérer qu'il y a des fibromyalgies secondaires. Donc, le traitement de la spondylarthrite, d'accord, mais le traitement de quoi? On voit qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les douleurs rachidiennes, les douleurs des articulations, les douleurs des anthèses. Vous savez, je ne vais pas le détailler, qu'il y a des atteintes extrasquelettiques, la peau, l'intestin, les yeux. Et puis, il peut y avoir aussi des fibromyalgies secondaires avec ensuite une boucle d'irrégulation des douleurs qui s'autonomise. Et ça aussi, il faut le traiter, et j'en dirai un petit mot. Alors, Franck m'a dit qu'on pouvait s'étendre un peu, mais il faut me limiter parce que je pense qu'il y aura plein de questions. Donc, okay. Donc on rentre dans le vif du sujet. Numéro 1, les anti-inflammatoires. Il ne faut pas les oublier. Ils sont essentiels dans les formes légères à modérées. C'est un traitement long cours dans la spondyloarthrite.
Il serait anti-ostéoformateur. Il y a 2 très jolies études qui montrent ça. Et puis, il y a une réalité, par exemple, on utilisait les anti-inflammatoires pour limiter les calcifications des patients admis en réa pendant longtemps, qui sont alités et qui ne bougent pas. Alors, conventionnellement, c'est quand même plutôt au moment des crises, mais dans la spondylarthrite, on rappelle que c'est un traitement de fond, qu'il vaut mieux les utiliser quand ça fonctionne, plutôt que de courir après la douleur. Là-dessus aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a des études qui montrent très clairement, quelles que soient les indications, l'arthrose, les rhumatismes inflammatoires, qu'il vaut mieux taper fort au début et diminuer un traitement, que de monter progressivement pour essayer de s'économiser, parce que sur la distance globale, ce scénario, le deuxième scénario, fait qu'on utilise plus de médicaments. Donc les anti-inflammatoires, on diminue la dose quand on va bien, évidemment. Les formes à libération prolongée sont très utiles. Parfois, on les conjugue avec les formes courtes et on les utilise le soir. Et je vous rappelle qu'elles sont dans toutes les recommandations. Moi, j'ai un nombre important de patients qui vont bien avec les anti-inflammatoires, qui ne les prennent pas ensuite quand ils font du sport, mais je reviendrai là-dessus. Pour moi, c'était important de vous redire tout ça, parce que ce n'est pas trivial de rediscuter ça en consultation, parce que même si on a une maladie depuis longtemps, parfois on s'est un peu découragé aussi avec les effets secondaires, ou bien on garde l'idée que ça ne marche pas, parce que la maladie est toujours là. C'est un traitement de fond. On pense qu'il peut diminuer les complications, ça reste encore à démontrer sur plein d'aspects, et aussi sur la partie cardiovasculaire, mais en réalité, il faut vraiment les utiliser avec éventuellement les antalgiques, le paracétamol. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'en utilisant les deux, et ça on le sait, hein, il y a une bonne synergie du paracétamol et on peut avoir une efficacité vraiment intéressante. Et moi, ce que j'observe quand vous venez nous voir en consultation, c'est qu'on s'est un peu découragé, ou bien les effets secondaires, on les maîtrise pas forcément, puis du coup on se prive d'une molécule qui tout compte fait est vraiment intéressante et pas si mal. C'est pas un traitement symptomatique, c'est vraiment un traitement curatif, c'est ça? Alors c'est un traitement de fond. C'est un traitement curatif. Ouais. Parce que quand on dit curatif, si on a l'idée de je suis soigné et après je n'aurai plus jamais la maladie, on est forcément déçu. Donc l'idée est de comprendre que c'est bien un traitement de fond pour diminuer les problèmes à long terme de la maladie. Vous allez, j'imagine, dire un mot après avec les liens avec Covid, puisqu'il y a eu beaucoup... Alors, c'est quand on veut. Ça peut être maintenant. Ça peut être maintenant, parce que voilà, comme ça, on résout cette problématique. Ouais. Alors, la Covid-19, effectivement, au début, et c'est normal qu'on ait entendu ça, surtout, je vous rappelle, alors, juste pour contextualiser un peu l'affaire, donc moi, je travaille à Bobigny, à Vicenne. Nous, ce qu'on a vécu, c'était exactement ce que vous avez vu dans les médias. Juste un poil en dessous de Mulhouse. C'est-à-dire, moi j'ai tout arrêté pendant 3 mois, enfin la rhumato. Pendant 2 mois, je suis devenue urgentiste, infectiologue et même logisticienne. Ils m'ont demandé de redéployer les forces vives médicales sur le site. On a tout arrêté. On a fait des trous dans les portes pour créer des nouvelles chambres de réa, etc. Bon, bref. On a vu en première ligne que c'est difficile de digérer les consignes du comité d'experts, du gouvernement, de faire la synthèse avec ce qu'on lisait nous-mêmes dans les médias, même s'il y avait, enfin pas dans les médias, mais dans les médias spécialisés, les études scientifiques. Et effectivement, vous avez tous entendu qu'il ne fallait pas prendre d'anti-inflammatoires, et c'était bien qu'on le dise au début. C'était bien qu'on le dise au début, on ne savait pas trop où elle allait. Il y a effectivement une question avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, parce qu'ils ont une interaction directe avec les cellules endothéliales, et c'est le nerf de la guerre pour les formes graves. Quand on a de la fièvre, on arrête les anti-inflammatoires. Mais si on a une spondylarthrite, il y a un vrai bénéfice à avoir les AINS. Et si on ne les prend pas, vous allez partir dans une poussée avec la maladie qui fait des siennes. Et ça, c'est très mauvais. Et donc, de manière consensuelle, parce qu'on s'est fait notre tour d'horizon, les profs de rhumato, les spondylarthrites, pendant la pandémie Covid-19, il faut qu'elles prennent leurs AINS. Si on a de la fièvre, on les arrête. Voilà. Mais est-ce qu'on a vu plus de formes graves chez les patients sous anti-inflammatoires au long cours? On n'a pas ça, Mais il y avait effectivement, dans certains groupes à risque, une consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais pour répondre à votre question, ce serait plutôt non. Et je rappelle, autre message,
que, effectivement, vous entendez dans les médias que les maladies auto-immunes et l'immunosuppression, c'est un facteur de risque de la Covid-19. Ah oui, petit aparté, la Covid-19, c'est la maladie. Le SARS-CoV-2, c'est le virus. Et parfois, par extension, on dit le Covid, mais on dit comme on veut un peu. Oui, effectivement, on entend ça. Maintenant, en fait, les spondyloarthrites, et même s'il y a des amis qui ont d'autres maladies auto-immunes comme l'APR, ne sont pas un facteur de surrisque de maladies sévères. Et l'immunomodulation qu'il y a avec nos immunomodulateurs que je vais vous présenter là, ce n'est pas une suppression nette, ce n'est pas la cyclosporine, ce n'est pas l'insuffisance rénale greffée. Et en réalité, on pense qu'il n'y a pas de surrisque de Covid sévère, ni dans les rhumatismes qu'on suit, ni avec les immunomodulateurs qu'on a. Donc il faut les poursuivre parce que sinon la maladie ira mal. Il faut absolument, comme tout le monde, et je vois que c'est le cas, poursuivre les mesures barrières avec le masque. Alors il y a aussi le lavage des mains qui est important, mais ce qui est essentiel, c'est le masque, absolument le masque. On était à 2 journées scientifiques avec mes collègues hier avant-hier de notre laboratoire de recherche. On travaille avec des réanimateurs, on a fait beaucoup de choses, si ça vous amuse en aparté. Je vous dirai ce qu'on a fait. On a fait de l'échographie pulmonaire. C'est ce que je vous ai dit pendant la Covid, j'ai fait de l'échographie pulmonaire. Le truc qui est super important, c'est le masque. Absolument. Le masque bien mis. Donc là où on en était, c'est de dire qu'il faut prendre les INS, il faut prendre son traitement de fond. Maintenant, si on a de la fièvre, et de toute façon, quel que soit le virus en cause, on arrête. Et quand on va bien, les INS surtout, on reprend. Alors maintenant, si on a... On arrête de son propre chef. De son propre chef. On interrompt, oui. De toute façon, si vous avez 42 fièvres, bien sûr, on interrompt. Mais on n'interrompt pas 10 ans. On fait en sorte de se faire soigner, d'aller voir son médecin traitant quand même. Mais arrêter une prise pendant 24-48 heures et vérifier avec le médecin traitant ce qui se passe, bien sûr. Je voulais dire que si on a d'autres facteurs de risque, et quand même si vous entendez des choses, il y a des débats, et même mes collègues, mes chers collègues professeurs de médecine, parce que c'est vrai qu'une des caractéristiques de cette période, c'est qu'on ne sait pas à quel saint se vouer. Pourquoi on ne le connaît pas bien, ce virus? On change de consigne. Alors, en mars, c'était évident, c'était même criant. On changeait de consigne 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis tous les jours, puis 2 fois par jour. Sur le dépistage, sur les procédures, sur... bon. Ce que je voulais vous dire, c'est que si on a d'autres facteurs de risque, qu'on est hypertendu, diabétique, alors là, la question des anti-inflammatoires non stéroïdiens, de toute façon, déjà de base, elle se posait de manière un peu difficile. En général, on évite. On évite de prendre les INS quand on a, au long cours, quand on a un diabète ou une hypertension. Donc là, c'est encore une situation un petit peu particulière. Donc en résumé, pour nous tous dans la salle, il n'y a pas vraiment de raison de se stresser trop, si je peux dire. Stresser trop. Parce qu'on ne peut pas éviter que quand même ça nous préoccupe. Il faut prendre les traitements, il faut les interrompre si on a de la fièvre. Maintenant, si on a un doute, tout, etc., ça veut dire qu'on a une forme légère. Bon, allez voir votre médecin et prenez le temps de réfléchir. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. S'il y a d'autres questions après, à la fin de votre intervention, on y reviendra bien sûr. Donc c'était une intervention de terrain, parce qu'on a été en première ligne à Bobigny. Je ne suis pas le comité scientifique, tout le monde le sait. Alors maintenant, donc, quand on n'a pas quand les anti-inflammatoires ne fonctionnent pas, les biothérapies. Alors les indications des biothérapies dans les spondyloarthrites, et dont la spondylarthrite ankylosante, c'est donc les échecs des INS, et je nous rappelle les recommandations de la Société française de rhumatologie, qui se superposent peu ou prou avec celles européennes, de l'EULAR. Il faut une réponse insuffisante. La différence, c'est entre les 2 et 3. Ces 2 INS, normalement, à dose maximale, en fait, il ne faut pas comprendre maximale. Il faut comprendre la bonne dose anti-inflammatoire connue pour l'anti-inflammatoire que vous utilisez. Et là-dessus aussi, il y a des publications, parce que chaque anti-inflammatoire a sa dose optimale d'efficacité. Et ça, il faut en reparler avec votre médecin. Le truc super classique que moi j'entends en consultation, c'est docteur, la INS, ça ne marche pas, l'indocide ne marche pas. Oui, mais l'indocide, il est anti-inflammatoire à une dose très élevée, 2,400 mg, alors qu'il est le plus souvent utilisé à une dose antalgique qui est 1200.
Donc on sait qu'il aide ponctuellement, mais qu'il ne peut pas tout faire puisqu'il est utilisé à demi-dose. C'est un exemple. Et je nous rappelle que les biothérapies sont utilisables, quelle que soit la forme clinique, axiale, articulaire, anthésitique. Maintenant, quand on a une forme articulaire, dans les recommandations, on passe par un immunomodulateur un peu plus conventionnel comme la salazopyrine et éventuellement des infiltrations, si on a une forme mono-oligo-articulaire. Et quand on a des atteintes anthésopathiques, dans les recommandations, on utilisait les infiltrations. Ce n'est pas si facile d'utiliser les infiltrations dans les anthèses. Déjà, ça fait mal, de ce que nous disent les patients. Et puis, il y a toujours l'idée de l'aiguille va agresser un peu le tendon. Alors, en 2020, c'est probablement... on peut utiliser les infiltrations, il faut le faire. Comprenez-moi bien. Moi, je pense qu'on le fait. En médecine libérale, on le fait beaucoup. Et franchement, ça aide, il faut le faire. Nous, les hospitaliers, on a les radiologues sous la main, on a les échographes sous la main. Ce ne serait pas bien de ne pas le faire sous repère radio. Donc, je veux bien reformuler pour que vous compreniez bien ce que je dis. Je ne dis pas que toutes les infiltrations doivent être faites sous contrôle radio. Je dis que, en fonction des organisations, on les fait sous repère clinique, on les fait sous repère radio, ou même, on est un médecin qui dit, bon, bah écoutez, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça, et donc on passe à la case d'après biothérapie. Et ça s'explique aussi que parfois, vous ayez des informations sur les traitements où il y a tellement de variations, tellement de possibilités, qu'on se dit, mais au fait, qu'est-ce qui est bien? Est-ce que je peux vraiment faire confiance dans ce qu'on me raconte? Ben oui, il y a vraiment plusieurs manières de faire. Alors, les premiers dans le temps, c'est les anti-TNF. Puis-je dire la jungle des anti-TNF, une gentille jungle du douanier Rousseau. Bon, ben voilà, quoi. Entre les médicaments et Princeps, qui sont sur les premières lignes, et les biosimilaires qui sont derrière, entre les formes IV, entre les formes sous-cutes, les sous-cutes toutes les 7 jours, tous les 14 jours ou tous les mois, et ceux qui s'utilisent tous les 14 jours, mais qui sont peut-être plus efficaces toutes les semaines, ou tous les mois et qui marchent bien toutes les 3 semaines. Mais vous avez un éventail d'utilisation des anti-TNF qui est très large. Donc si vous n'avez pas la même utilisation que votre voisin, je dirais c'est normal. Parce que la médecine personnalisée en 2020, c'est aussi ça. C'est pas que de la génétique, c'est pas que des marqueurs pour prédire quel est le meilleur traitement pour lequel il n'y aura pas d'effet secondaire. C'est aussi s'adapter aux besoins de chacun, de chaque malade. Oui, parce que en fait, moi, j'aime pas trop dire patient parce que je trouve que c'est un peu la double peine, quoi. On est malade et en plus, il faut patienter, j'aime pas ça, mais vous me corrigerez. Toujours est-il que s'adapter aux besoins de chacun, ça me paraît essentiel et donc on a vraiment une manière de faire très différente. En plus, vous le savez très bien, seringue, stylo, les excipients, avec des petits pH, un petit peu d'acide citrique qui font la différence, qui normalement permettent une meilleure résorption, mais qui peuvent aussi générer des douleurs. Donc du coup, on a aussi des médecins qui vont vous dire, vous avez une réaction rouge, on arrête tout de suite. En général, les spécialistes, ils vous disent, mais non, s'il y a une réaction rouge locale, on utilise des dermocorticoïdes, un patch d'EMLA si ça fait mal, et ça permet de garder un traitement qui marche bien. Je ne vous montre pas les courbes, on sait que ça marche, mais on pourra parler des effets secondaires comme vous voulez. Moi, je voulais vraiment vous positionner l'ensemble de la pharmacopée, vous dire les possibilités et vous dire pourquoi il y a autant de variantes. Mais c'est marrant, c'est-à-dire qu'autour d'un même principe actif, c'est peut-être ça qui est difficile à comprendre. Ce qui entoure le produit, vous dites l'acide, etc., peut modifier l'action d'un médicament. C'est ça qui peut être difficile à comprendre pour un malade. Il dit, c'est un anti-TNF, quoi. Ouais, pardon. Et pourtant, vous dites, oui, ça peut marcher d'une molécule à l'autre chez l'un ou pas chez l'autre. Alors, ça paraît fou. Bah non, c'est pas fou parce que marcher, qu'est-ce qu'on met derrière marcher? Donc nous, on a nos critères d'activité qui sont parfois un petit peu complexes. Bon, c'est bien, on fait base-die, base-phi au moins. Base-die, c'est très facile, j'ai 5-6 questions en consultation. Souvent, je demande même, au fait, est-ce que vous pouvez donner une note au traitement de 0 à 10, une sorte d'EVA globale, de note de cœur du traitement. Et derrière, et on le sait, nous tous là qui sommes là, derrière cette efficacité, il y a l'efficacité brute sur l'inflammation tissulaire, l'efficacité sur l'inflammation systémique, ça c'est les prises de sang, la CRP,
Et puis, il y a l'efficacité globale sur le handicap. Si le traitement nettoie votre maladie, mais qui vous épuise et vous donne une fatigue, alors là, je pense que je vais voir qui vous donne une fatigue majeure, ben c'est vrai que globalement, l'intérêt du traitement peut être un peu modulé aussi, sans rentrer dans le détail pharmacologique qu'on vient de citer. Donc, on avait dit AINS, on part sur les anti-TNF. Haute biothérapie, les anti-IL-17. Alors, on a 2 molécules qui ont l'autorisation, le secukinumab et l'ustekinumab. Les petites courbes, c'est juste pour dire que l'efficacité est comparable, c'est très référencé, on a des études sur la douleur, sur la biologie et même sur le handicap. Un peu d'études aussi sur la morphologie et sur la prévention des complications radio, mais bon. Alors, c'est Cosentyx, en sous-cutané toutes les 4 semaines, 150 mg, mais il peut s'utiliser à 300. C'est Taltz, ixekizumab, en sous-cutané toutes les 4 semaines, à 80. Alors après, ils ont les mêmes indications. Spondyloarthrite, axiale, forme radiologique non radiographique, rhumatisme psoriasis cutanée. Donc après ils ont commencé dans un ordre un peu différent les deux, mais pour finir, franchement, même spectre et même efficacité globalement. Le truc c'est qu'ils ont l'un comme l'autre des doses un peu particulières pour l'induction le premier mois. Bon, c'est les protocoles, voilà. Et puis parfois avec le Taltz, ce qui est un peu compliqué, c'est est-ce qu'on suit la dose cutanée ou la dose articulation? Et parfois, chez certains malades, moi je fais entre les deux. Et puis pour le Cosentyx, je vous ai dit 150 ou 300. Donc là encore, il y a une pharmacopée déjà un peu riche, large, et des façons d'utiliser différentes. Et une fois encore, moi je ne vais pas traiter les effets secondaires, je répondrai à vos questions. Alors on a aussi l'ustekinumab, le Stelara. Le Stelara, il a l'indication dans le psoriasis cutanée et dans le rhumatisme psoriasique. Il faut bien reconnaître que même s'il a une efficacité ACR20, 50, 70, vous savez que ce sont nos critères habituels pour juger de l'efficacité articulaire, il est super sur la peau et sa particularité, c'est qu'il s'utilise de manière semestrielle. Alors pour la spondylarthrite, ça peut être un peu délicat, mais on a certains patients qui sont rentrés dedans parce que le problème c'était la peau, et vraiment un effet notamment sur la partie inflammatoire des douleurs qui est assez intéressante. Je dirais que ça, c'est les biothérapies qui marchent. Bon, il y en a d'autres qui ont été essayées, qui ne fonctionnent pas, et de toute façon, qui n'ont pas l'autorisation. Alors, entre les AINS et les biothérapies, est-ce qu'il y a quelque chose? Ben oui, je pense qu'il y a l'Otesla. L'apremilast, qui a un mécanisme d'action un peu particulier. Ce n'est pas un anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est une molécule qui agit quand même sur une enzyme et sur l'équilibre des protéines dans les membranes, c'est assez complexe. Alors, la caractéristique, c'est qu'il est bien référencié pour le rhumatisme psoriasique et le psoriasis cutané. Et donc, il est indiqué et remboursé en association au méthotrexate, mais il y a des études qui disent que en association aux biothérapies, il n'est plutôt pas recommandé, mais pour information, il a été utilisé dans des formes spécifiques de dactylite, des formes inguinales. Alors maintenant, l'apremilast, ça c'est pour décrire son efficacité, je vous dis, il y a toute panégyrique d'études très bien référencées, mais on va aller à la suivante. Ça, c'est les recommandations du rhumatisme psoriasique. Alors à Paris, rive droite, ils mettent le rhumatisme pso très à part. Rive gauche, c'est les spondyloarthrites. Puis vous pouvez traverser la Seine quand même. Hein, donc voilà. Alors donc ça, c'est le rhumatisme psoriasique. Et si on regarde l'apremilast, en gros, les recommandations EULAR, européennes. Les recommandations GRAPPA, c'est le groupe très spécifique qui utilise le rhumatisme pso. Et les recommandations SFR, c'est la même chose. C'est pour les maladies modérées, avec le méthotrexate, ou alors si vraiment on ne peut pas l'utiliser, et probablement plutôt avant les biothérapies. Donc ça c'est une possibilité, on veut intensifier le traitement, on a de dactylite et un psoriasis cutané, ça peut être pas mal d'essayer l'apremilast, surtout si on a un petit peu peur de passer à l'étape supérieure qui est néanmoins celle des biothérapies. Et je veux dire, le néanmoins,
s'applique à supérieur, parce qu'effectivement, les biothérapies, c'est quand même un traitement avec plutôt plus d'effets secondaires. Et s'il fallait un chiffre, les anti-TNF, c'est 5% en fait d'effets secondaires importants, sévères, qui arrivent, infectieux, qui arrivent à arrêter les traitements. Les autres biothérapies, elles sont juste en dessous, elles sont à 4 en gros, et l'apremilast, il est à 3. Donc voilà. Donc c'est un médicament qui est immunomodulateur, léger. Alors, il est intéressant, c'est des comprimés, 2 fois par jour. Le truc, c'est que parfois, il y a tellement de désagréments digestifs que j'ai certains patients qui l'arrêtent et qui ne préfèrent pas le poursuivre, un petit peu comme la salazopyrine, on pourrait dire. Je voudrais vous resituer le contexte de tous nos immunomodulateurs, immunosuppresseurs. Ça, c'est notre cours pour notre Société nationale de rhumatologie, enfin d'enseignants en rhumato. Donc, on a ce qu'on appelle les DMARDs, Disease Modifying Anti-Arthritic Drugs. Les conventionnels, le méthotrexate. Alors, le léflunomide, c'est plutôt dans l'APR, la salazopyrine dans la spondyloarthrite. Et l'hydroxychloroquine, maintenant, ce serait peut-être même dans la Covid. Alors après, ça c'est les conventionnels, c'est ceux qui sont issus de la chimie, on va dire. C'est les petites molécules issues de la chimie. Mais vous avez aussi les synthétiques, qui sont les inhibiteurs des kinases. Je vais vous en dire un petit mot, tofacitinib, baricitinib. Alors que dans la colonne de droite, on a les biologiques. Grosses molécules, hyper coûteuses, construites sur l'ingénierie génétique, avec les princeps et les biosimilaires. Parfois, on appelle ça les originators. En français, on dit princesse. Alors, est-ce qu'il y a une place pour les inhibiteurs des kinases dans la spondyloarthrite? Dans le rhumatisme pso, oui. Parce que le Xeljanz, il est autorisé, c'est 10 mg par jour. Et c'est le seul pour l'instant. Le Lumnian, il est autorisé dans l'APR. Mais nous savons que des études sont en cours dans la spondyloarthrite, de même que le Xeljanz. Et quant au Rinvoq, c'est le tout nouveau qui vient d'arriver sur le marché, affaire à suivre. Ça, c'est le tour des médicaments. Mais moi, je voudrais vous parler un peu, et j'ai combien de temps? J'ai l'impression qu'on vous écoute avec beaucoup d'attention, donc autant bon, que vous en voulez, c'est ça? minutes. On a au moins 5 minutes. 5-10 minutes et après voilà. on vous accable de questions. De la prise en charge du stress. Un des facteurs de stress connus, c'est les adipokines qui sont produites par les adipocytes. Et en fait, ces adipokines des adipocytes, elles vont servir de mèche au pétard de toutes les cytokines de l'inflammation dont on a parlé tout à l'heure. Le TNF, IL-17, le Stellarat, c'est IL-12, IL-23. Et donc, à la fois être un amplificateur. Vous savez, comme les rhéostats, où on pousse le bouton et du coup on entend encore plus le son et on peut en fait sur une maladie relativement équivalente, en fonction du stress physique, psychique, global, avoir une perception des douleurs beaucoup plus importante. En plus, on sait que le stress osseux, alors non, il n'est pas anti-ostéoformateur, il aggrave l'inflammation. Par contre, les AINS sont des anti-ostéoformateurs, on l'a déjà discuté tout à l'heure. Le stress, ça peut être un stress mécanique, basique, et en fait, ça a été montré, je n'ai pas remis la référence, mais c'était une étude américaine il y a 3-4 ans, non, peut-être 5 ans, le temps passe vite, où en fait, on montrait que les blue collars, c'est-à-dire les travailleurs de force, eux, ils faisaient une activité physique, c'est pas bon pour la spondylarthrite, ils font plus d'ostéoformation. Les white collars, ceux qui sont dans les bureaux, quand ils font de l'activité physique, c'est de l'activité de loisir, ça c'est bon pour leur spondyloarthrite, ils font plutôt moins d'ostéoformation. Donc en fait l'idée c'est d'avoir un effort contrôlé, pas trop intense, et qui fait plaisir, parce qu'en plus quand ça fait plaisir, nous on sait qu'il y a de la durabilité, c'est-à-dire on le fait régulièrement. Et d'ailleurs pour le risque cardiovasculaire, c'est un autre sujet, mais ça se rejoint, parce que vous savez aussi qu'il y a une discrète augmentation du risque cardiovasculaire dans les spondyloarthrites. Pour le risque cardiovasculaire, ce qui compte, ce n'est pas de faire 2 heures de sport par semaine. C'est de faire au minimum 30 minutes, 1 heure de sport tous les jours.
Et donc, on améliore l'endurance. Alors là, hier soir, toujours réunion électorale de scientifiques, notre prof de sport qui fait beaucoup de nutrition, etc., me dit, tu sais, l'endurance, c'est un concept complètement dépassé. Ce qu'il faut faire, mais je crois qu'il disait ça par rapport au stock osseux, allez savoir, pas osseux, graisseux, allez savoir pourquoi. Il m'explique, non, maintenant, il faut faire de l'intense et baisser, de l'intense et baisser. Donc ça aussi, on pourra en reparler, parce que quand on a un rhumatisme inflammatoire, c'est pas forcément facile. Mais ce qu'on commence à savoir, il y a quelques études, je n'ai pas référencé parce que c'est un petit peu particulier, mais si on lutte contre le stress, on limite la consommation en INS. Moi, je le vois tous les jours en consultation. Ce n'est pas evidence-based médecine, mais les patients, et la Covid a été terrible pour ça. Tout le monde à la maison 3 mois, on devient dingue, on ne bouge plus, on a encore plus mal. Pas sûr que la maladie aille beaucoup moins bien, mais on a encore plus mal. Les CRP ne bougent pas, par exemple. Et on peut lutter contre les syndesmophytes avec les INS et peut-être avec le stress, mais ça, cette partie-là n'est pas démontrée. On sait que trop de stress induit des syndesmophytes, mais faire du sport doux, ça reste encore à démontrer, même s'il y a quelques études. Et puis, bien sûr, lutter contre le stress, c'est une gestion de la douleur chronique. Et il y a des thérapeutiques non pharmacologiques qu'on met en place. Ici, vous avez la petite dame qui fait des postures et de la kinésithérapie. Dans la spondylarthrite, ça fait partie du traitement, de faire de la rééducation ou de la kinésithérapie, c'est-à-dire la thérapie avec le mouvement, du rachis, respiratoire aussi. Vous savez qu'on mesure parfois l'ampliation thoracique, et l'apprentissage des postures. L'idée, surtout en période de Covid, c'est d'apprendre à le faire soi-même, pour ne pas aller trop souvent chez le kiné. Aller chez le kiné, ça fait du bien et c'est nécessaire, mais il doit y avoir une vertu d'auto-apprentissage. Alors la pratique sportive, je pourrais y revenir. Vraiment, la place dans les recommandations maintenant. Vous savez que la pratique sportive encadrée, elle est remboursée pour les maladies prises en charge au titre des affections longue durée, les 30 là. Et donc, je rappelle que dans nos recommandations, dans les premières lignes de traitement pour les formes axiales et toutes les formes, vous avez les anti-inflammatoires et vous avez les thérapeutiques non pharmacologiques, éducation, exercice, et puis aussi, alors, Patient Association, est-ce que de discuter avec Franck, ça fait du bien? Peut-être, mais l'idée, c'est d'être informé, éduqué sur sa maladie et de chercher des solutions. Moi, j'entends chercher des solutions, pas forcément comme des alternatives, je vous conjure. Il ne faut pas que ça vous éloigne non plus des médicaments ou vos super experts en CHU, mais ça vient s'ajouter pour aller vers le haut, pour une efficacité virtueuse. Alors, on résume ça souvent en soins de support, et il y a tout un champ d'exploration, de recherche sur les soins de support. Vous savez qu'il y a des études sur le tai chi, sur le yoga, dans les spondylarthrites, ça sort, tous les ans à l'EULAR, ça sort. Et il y a tout un champ aussi d'utilisation de l'hypnothérapie, du soutien psychologique, c'est le psychologue souvent, de l'ergothérapie avec des choses très spécifiques adaptées éventuellement pour adapter le poste de travail, voire même de la sophrologie. Et c'est juste un exemple pour dire que nous, on fait des innovations plutôt organisationnelles à Bobigny. C'est-à-dire que moi, je suis en grand écart permanent. Hormis de faire des cellules dendritiques et des trucs ultra fondamentaux, je travaille donc dans une unité de médecine ambulatoire pluridisciplinaire. Bon, là, elle était vide. Avec la Covid, comme ici, on espace nos patients. Et en fait, on a eu la chance de gagner le fonds d'après. Alors, le fonds d'après, c'est notre directeur général à la PHP qui a dit dans les médias, l'hôpital d'avant ne sera pas l'hôpital d'après, mais on est content. Parce que même si cette période a été très créatrice, on aimerait qu'il sorte des choses. Et nous, on est un des lauréats du fonds d'après. Ça s'appelle Tous ensemble pour les soins de support en maladies chroniques en Seine-Saint-Denis à l'UMA. Je fais pas de la pub, c'est pas encore en place, mais c'est clairement une très jolie enveloppe financière pour faire venir au CHU des praticiens de multiples professions, diététiques, parce que c'est essentiel pour le risque cardiovasculaire, le surpoids, l'hypertension artérielle. On a de temps en temps aussi des situations, au contraire, il y a une perte protéique, donc il faut travailler la diététique. L'encadrement en pratique sportive, la relaxation pour traiter la douleur, le stress, dans un abord avec les multidisciplinaires. Et on est en train de mettre ça en place à Bobigny,
Aux côtés de la pharmacopée médicaments biologiques, il y a la pratique sportive et il y a les soins de support. Voilà, pour moi, je pense, un tour d'horizon. Merci, on vous a écouté avec beaucoup d'attention et on voulait vous applaudir, bien sûr. Je n'ai aucun doute que votre intervention a suscité beaucoup de questions dans la salle, hein, mais c'est bien d'avoir embrassé toutes les parties. Vous avez eu notamment des très intéressant ce que vous disiez sur le stress. On n'en parle pas si souvent que ça, moi qui anime depuis longtemps. C'est un mécanisme très physiologique. Hein. Vous dites effectivement, les adipocytes, nos cellules graisseuses produisent des molécules qui viennent activer tout ce système inflammatoire. Est-ce que c'est une dimension prise en charge? Est-ce que on peut imaginer que dans certaines circonstances, il puisse être intéressant de prescrire aux patients qui peuvent traverser des périodes difficiles, etc., des traitements ciblant ce stress, pour être clair, des anxiolytiques ou autres qui peuvent, dans ce cas-là, être un... Oui, alors, en tout cas, la dimension est prise en charge en consultation par moi et par mes collègues. On est quand même très nombreux à faire ça. Par exemple, une des choses, c'est de se dire... quand on est à un point d'évaluation du traitement de fond pour décider si on va le continuer ou pas, s'il y a eu des événements récents très marquants, très stressants, comme, et ça peut arriver, un deuil, une maladie grave chez un proche, en général, on se garde de prendre une décision trop définitive proche d'un événement pareil, parce que... le cerveau est très puissant, ça a un lien avec le système parasympathique, avec la production de cytokines, dont l'IL-6, et ensuite le TNF, et on se retrouve dans une boucle très biologique. Et alors, est-ce que ça fait augmenter la CRP en soi-même? Non. Par contre, le seuil de perception douloureuse, le seuil de fatigue, ça c'est sûr que oui. Donc on fait attention à ça. Et la deuxième chose sur est-ce qu'on donne des médicaments spécifiques de ce traitement-là? Oui. Moi j'avoue, je n'aime pas trop les prescrire moi-même. Je botte un peu en tout. Je donne des anti-allergiques qui font dormir la nuit, la Tarax par exemple, le temps d'aller voir un spécialiste pour avoir une prise en charge multidisciplinaire. Je suis plus à l'aise dans cette façon de faire, mais moi ça ne me choquerait pas que de temps en temps, sur les périodes très très difficiles, et en ce moment, on a un stress dans une collectif, période particulièrement anxiogène, où avec vous avez beaucoup observé de questions. Des aggravations liées à ça. Oui. Et là, vous avez raison, je me suis lâchée à prescrire moi-même des anxiolytiques, par exemple, d'autant que l'accès aux médecins traitants est un peu compliqué. On est comme le plombier, quoi. On a notre domaine d'expertise, mais de temps en temps, il faut sortir un peu de son domaine d'expertise. Et oui, en cette période-là, ça peut arriver ponctuellement. Alors, ceci étant, le premier truc que je dis avant de prescrire du Xanax, c'est là, il faut aller marcher. Donc, vous allez marcher une demi-heure, une heure, tous les jours. Ça aussi, ça se met en place. Il y a un rationnel, mais il faut que ce soit progressif. Et la marche, c'est le meilleur truc pour la gestion du stress. C'est un moment à soi. On est soi-même avec son cerveau qui réfléchit et qui met en ordre de priorité les choses importantes. C'est quand même un excellent anxiolytique. Vous avez aussi évoqué, vous allez parler, hein, je prends les premières pour vous permettre de formuler vos questions dans la tête, mais vous avez évoqué la fibromyalgie. Ces douleurs diffuses, elles ont un nom. On peut exister une fibromyalgie secondaire. On sait que la fibromyalgie est encore entourée dans l'inconscient collectif et particulièrement celui des médecins de ville d'une connotation très psy. Quand des patients se plaignent de douleurs diffuses et qu'elles en parlent à leur médecin, et si demain elles viennent dire « et si j'avais une fibromyalgie », elles risquent fort de s'entendre dire « arrêtez, on arrête tout, on focalise là-dessus ». Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que professeur de rhumato, en ayant reconnu cette complication secondaire, vous formez, vous informez les médecins traitants à la prise en charge de cette pathologie secondaire et comment? Oui, je vous remercie de cette question. Ça, c'est le caractère absolument indispensable du courrier ou de la synthèse en consultation. Souvent, on fait une synthèse très ciblée, ultra synthétique sur le rhumatisme.
les critères d'efficacité, voilà, le traitement. Hein. Et on a des situations cliniques intermédiaires. Et moi, j'explique dans le courrier au médecin traitant, j'ai dit, écoutez, là, on part sur l'action anti-inflammatoire. Mais peut-être dans 3 mois, on sera amené à changer notre fusil d'épaule parce que la composante inflammatoire n'est pas prioritaire et il peut y avoir une fibromyalgie secondaire, virgule. Donc changer d'option thérapeutique, mais ce qui veut dire, et je le détaille, mettre en place des traitements spécifiques de la douleur, qui peuvent être soit moléculaires, soit les soins de support. Et c'est les deux. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et moi, effectivement, je l'explique en fait, à tous ceux qui veulent bien lire mes courriers, que ce soit le médecin traitant, les spécialistes ou les patients ou vos proches, que dire qu'il y a une autonomisation de la douleur, ça ne veut pas dire, bon, bah, maintenant, on arrête les traitements sérieux, parce que, en fait, comme c'est de l'autonomisation de la douleur, on va botter en touche. Ça s'appelle un projet thérapeutique. On va mettre un projet thérapeutique un peu différent, où il y aura, en fonction des moments, peut-être des molécules spécifiques de la douleur, de l'anxiété, de la dépression, et on a toute une pharmacopée assez riche, et c'est pas honteux d'utiliser de temps en temps des dérivés un peu plus puissants s'il y en a besoin en fonction des présentations cliniques. Moi, je à quoi vous m'inscris en faites allusion, par exemple? Oui, bah, ça va énerver, mais c'est les dérivés codéinés ou les morphiniques. Mais, et c'est comme tout, c'est-à-dire on est en France, on boit du vin et on aime l'alcool, mais pas n'importe comment. Et bien la pharmacopée, c'est pareil. Et le projet thérapeutique comprend des molécules, mais aussi l'accompagnement qui n'est pas que des paroles, qui est la pratique sportive et qui est des soins de support. Moi, je crois beaucoup en cette globalité qui doit, par ailleurs, être adaptée à chaque individu. Bon, ça demande un peu de temps en consultation, mais je vous promets, on y arrive. Oui. Et vous avez dit d'ailleurs que c'est remboursé l'activité physique adaptée. Non, la prescription est remboursée, mais pas la pratique. Il y a des expériences, mais la pratique n'est pas remboursée, même pour ces patients-là. Alors, ça dépend du contexte, en fait. Mais il y a, en fait, effectivement, là où c'est remboursé sans barguigner, c'est en structure d'hôpital de jour, par exemple. Oui. Dans ce contexte. Alors, des questions, allez-y. Ne vous laissez pas intimider. Oui, monsieur, on vous fait parvenir. Il y a un micro à droite, un micro à gauche. On va pouvoir les prendre nombreuses. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation, tout d'abord. Et encore merci à ACS. Je vais plutôt parler de fond. Vous avez parlé de projets thérapeutiques, multidisciplinaires, activités sportives. Je ne prends que mon expérience, donc ce n'est pas forcément une critique générale. À chaque fois que je viens à une JNS, j'entends parler de ça. Depuis que je suis diagnostiqué en spondyloarthrite, tous les rhumatos que j'ai vus ne m'ont jamais parlé de ces mots. Comment vous faites passer le message ? C'est une question que j'avais posée au professeur Jorgensen de Montpellier, qui était venu aussi faire une conférence l'année dernière ou l'année précédente. Et aujourd'hui, mon ressenti, ça ne vaut que pour moi, donc c'est pas du tout, je prétends pas être représentatif, mais je constate de ma toute petite expérience que on entend encore très peu projets thérapeutiques, multidisciplinaires, cette communication via les courriers entre les praticiens et professionnels de santé. Et du coup, je trouve que ça met une belle relation avec l'étude ARIS interactive de ce matin, qui est que moi, aujourd'hui, en tant que patient sachant, je fais cette démarche moi-même. Mais quand je vais vers le professionnel expert qui est le rhumatologue, j'ai pas ce répondant de dire « Ok, vous avez tel signe clinique, c'est super, on continue. » Ben, on continue quoi en fait? Et est-ce que, en tant que professeur, à travers aussi les études que vous pouvez apporter à vos élèves aujourd'hui, est-ce que ce côté de projet thérapeutique, il est initié auprès des praticiens et des professionnels? Merci. Merci de votre question. Je vais répondre par la fin parce que néanmoins, on pourrait discuter et expliquer pourquoi il y a un hiatus entre les déclarations d'intention et ce que vous vivez dans la vraie vie. Mais pour répondre très concrètement à Bobigny, moi j'ai mis en place il y a maintenant 2 ans un enseignement pour les 2 troisième années, c'est de la simulation. Et nos doyens, bon, j'ai été vice-doyenne un temps, peu importe, mais on a plusieurs équipes et là aussi il y a des déclarations, il faut faire la simulation, etc. La simulation, on avait des comédiennes en l'occurrence, qui nous ont aidés et on a fait un atelier qui s'appelle Diagnostic difficile.
Diagnostic difficile, ce serait annonce de mauvaises nouvelles si on était cancérologue, mais nous, pour la spondyloarthrite, c'est de dire à un jeune de 25 ans ou 30 ans, alors ceci étant, quand on est plus vieux, ça peut être difficile aussi, je rassure tout le monde, mais si on se focalise sur le jeune qui a mal depuis 5 ans, qui est déprimé parce qu'il ne comprend pas pourquoi il a mal partout, l'idée c'est d'expliquer la maladie, que, en résumé, cette maladie, ok, c'est une maladie chronique, ok, vous verrez un rhumatologue et vous aurez des médicaments et il y aura des prises de sang, mais globalement, elle ne modifiera pas votre projet de vie. Une fois qu'on a dit ça, il faut du biscuit. Et parmi les choses, dans l'entretien, dans le scénario qu'on a fait, c'est bien d'expliquer à la comédienne, qui est donc une malade pour laquelle on annonce le diagnostic, qu'il y a un projet thérapeutique. Donc je vous remercie de la question. C'est un mot-clé qu'on utilise avec les étudiants dans des enseignements innovants pour les jeunes. Parmi les jeunes, sur les 150 de la promo, il y aura peut-être quand même quelques rhumatologues. Et il y aura surtout... À Bobigny, il y aura, ceci étant, à Bobigny, c'est comme partout, hein, il y a 20-25% de spécialistes et le reste seront des généralistes, c'est normal, on a besoin de ça. Donc oui, on utilise le mot projet thérapeutique, oui, on utilise le mot soutien, soins de support si j'ai le temps, et multidisciplinaire, multiprofessionnel, oui. C'est particulier à Bobigny parce qu'on a une fac multidisciplinaire, une université multidisciplinaire et qu'on travaille beaucoup là-dessus. Mais en fait, maintenant, c'est essaimé. C'est essaimé dans toutes les autres universités et toutes les facs de médecine. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'on est en train de former les jeunes à cette réflexion, et je vous assure que c'est le cas. Maintenant, dans la vraie vie, en consultation avec vos super experts, pourquoi ça ressort moins ou pas assez, bien qu'on soit maintenant tous d'accord. On est tous d'accord. Il faut ces fromages et desserts et pousse-café. C'est la drogue, le médicament, c'est l'accompagnement du docteur et les autres professionnels. Et l'accompagnement du docteur, entre les deux, on positionne la pratique sportive qui peut être autogérée, je suis d'accord. En consultation, c'est vrai qu'on va un peu vite parce qu'on est super spécialisé, que ce job-là, si nous on ne le fait pas, les profs dans nos CHU, les généralistes ne le feront pas. Et du coup, on passe peut-être pas assez de temps là-dessus. Mais moi, je m'inscris en faux parce que chez moi, dans ma consulte, c'est pas comme ça. Pardon. Et dernier point, ceci étant, les séances d'éducation thérapeutique ou les faits de revenir à un temps différent où ce ne sera pas pour le renouvellement des ordonnances, où ce ne sera pas pour discuter avec son super expert, c'est ces temps-là où on fait ça. Et de l'ETP, maintenant, il y en a partout. Mais je suis d'accord, quand on voit le bénéfice que ça a au quotidien, alors qu'il suffit de discuter 10 minutes avec quelqu'un pour dire mettez les bonnes chaussures, essayez de commencer par 15 minutes tous les jours, et puis vous augmentez un petit peu, vous faites 15 minutes puis 3 minutes dynamiques. Vous voyez, c'est des trucs super basiques, c'est les recettes et la cuisine de tous les jours. Ça, je suis d'accord que c'est encore trop timide, mais ça prend trop de temps. C'est-à-dire à l'échelle du formation de professionnels, ça peut prendre 10 ans, alors que quand on discute tous les deux, moi, ça me met 3 minutes. Et c'est vrai, ceci étant, qu'il y a des gens qui viennent me voir au CHU, ça prend 10 minutes, on parle de pratique sportive et de basket, quoi. De chaussures, je ne citerai pas de marque, parce qu'on a déjà fait les ordonnances, parce qu'on a déjà fait le reste. C'est en train de se mettre en place. Je sais que vous avez beaucoup de travail à l'hôpital, mais est-ce que ce serait incohérent d'imaginer que les patients avec une pathologie comme ça, évolutive, chronique, avec des moments différents, puissent bénéficier d'une consultation pluridisciplinaire avec des kinés, avec un médecin, avec un psy, avec une fois par an, qui permettent un petit peu de est-ce que finalement... Alors ça existe, hein. Je tiens à vous dire, ça existe, il y a des centres où c'est le cas. Qui rentrent vraiment dans le protocole de prise en charge. Dans nos recommandations, c'est écrit. Oui. Dans la réalité des faits, c'est trop timide. Et c'est souvent des raisons organisationnelles et financières. Financières, en France, c'est l'inconvénient de l'avantage qu'on a en France d'avoir un système ultra solidaire, où on a des payeurs qui payent l'hospitalisation, qui payent les médicaments. Les preuves de concept sont beaucoup plus évidentes sur les médicaments
que sur les choses dont on vient de parler. Ouais, Donc pourtant, le payeur, elles ont un coût, parce que quelqu'un qui se sent déprimé, qui est mal partout, ça aussi, qui ne ça a va plus été travailler, démontré. et qui il coûte beaucoup à la société aussi, c'est des coûts Oui, oui. dont malheureusement le système de santé ne... Alors ça aussi, vous avez raison, ça aussi ça a été démontré. Qu'en optimisant la prise en charge, on peut diminuer des hospitalisations et avoir, c'est les Anglais qui sont super doués là-dessus, et avoir c'est mieux démontré dans la PR, et avoir donc une économie globale financière, puisque ce qu'on met un peu d'un côté, ben, on fait des économies de l'autre. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces pratiques qui sont vraiment intéressantes, comme elles sont peu standardisées, et qu'elles ont elles aussi un coût, eh bien, il faut un peu de temps pour les mettre en place. Soit on a, il y a plusieurs strates pour les mettre en place. On a au moins l'information, et soi-même, en tant que citoyen, on a l'argent, on va les chercher, on se les paye soi-même. On a l'information et c'est moitié-moitié, puisque ça commence à se faire pour l'activité sportive, par exemple, ou bien c'est complètement globalisé dans la prise en charge, mais pour que nos payeurs décident de le globaliser dans la prise en charge, il faut aussi que nous, on leur donne des preuves de c'est bien fait, c'est sérieusement fait et c'est efficace. C'est normal. Oui, bien sûr. Oui. Donc, Oui, c'est bon. ça marche, oui. Donc, vous n'étiez pas là ce matin, je suis kiné, libéral. Je précise bien libéral pour répondre à vos questions et répondre à la question, la multidisciplinarité, j'y crois fermement. Le seul problème, c'est quand on est de 8h du matin à 21h dans nos cabinets, du lundi au vendredi soir, parfois le samedi. Comment on fait? Première question. Deuxième question, quand on fait, c'est du bénévolat pour nous. La différence avec les hospitaliers qui sont, eux, rémunérés lors de leurs réunions, puisque ça se fait sur leur temps de travail. Ça peut être une explication. La différence, cette différence-là. On évolue vers une enveloppe pour le parcours des soins qui pourrait permettre de résoudre ces ces problématiques. Peut-être que les CPTS pourront résoudre ce problème-là, mais il n'y en a pas encore partout. Moi, je suis dans un coin où il n'y en a pas chez moi. Et voilà. D'accord. Et donc, ce qui se passe dans les CHU maintenant, c'est d'avoir des unités ultra spécialisées, on a des biothérapies, et dans ces unités ultra spécialisées comme à l'UMA, on fait venir les soins de support. Il y a des endroits où c'est déjà fait, il y a des hôpitaux de jour où il y a l'ETP, la psychologue, l'ergothérapeute, voilà. Et là, on essaye de les agrémenter, c'est en train de se construire. Madame ? Oui, moi j'avais juste une petite question. Vous n'avez pas du tout parlé de PRP et de cellules souches. C'est pas du tout indiqué en cas de spondylarthrite ou Moi, je pense, il y a sûrement. D'abord, c'est pas. Pour le coup, c'est pas encore standardisé. Il y a sûrement des places. Moi, je peux pas vous recommander ça parce que j'ai pas de notion assez, je dirais, péremptoire. Il y en a qui le font, pourquoi pas. C'est une voie encore en cours d'exploration. Je considère plus comme une voie de recherche. Une voie de recherche. Mais le PRP, c'est vrai que c'est en place, notamment pour l'atteinte dégénérative. Pourquoi pas? Excusez-moi, je m'autorise une petite question que vous avez ouverte. Le temps. Ah non. Alors j'attends d'abord le public. Madame et puis Madame devant. Bonjour. Oui. Je voudrais avoir quelques informations concernant les effets secondaires des différents anti-TNF-alpha, puisqu'il y a différentes classes. Quand on vous demande de choisir entre telle ou telle possibilité, en fait, comment la choisir et est-ce qu'il y a des grosses différences entre l'une ou l'autre? C'est le médecin qui vous propose de choisir? Oui, carrément. D'accord. Moi, je le fais. Ah, moi, je le fais. Ah, mais Alors, attendez, je on le n'est pas fais. des... J'explique. Je dis les choses qui sont possibles, je les exprime. Et je vois ensuite, pour les patients, comment ils réagissent avec un abord plutôt favorable sur certaines choses, ou bien tout de suite une position un peu crispée sur d'autres. Vous faites la liste des effets secondaires et non, vous j'ai dites dit, qu'est-ce que vous écoutez, prenez. on aura... Non, alors ça, c'est une deuxième chose différente. Ça aussi, il faut le faire. La première chose, c'est, on va mettre un anti-TNF. J'ai le choix entre des piqûres ou une perfusion. Les perfusions, c'est à l'hôpital du jour. Ah, les piqûres, d'accord. Donc, donc, vous voyez, déjà, même dans le langage corporel, on voit, une fois qu'on explique l'éventail de la pharmacopée, un peu de
de réaction. Et la sous-cute, une fois par semaine, tous les 15 jours, un mois. Et là, on émerge la sensibilité de nos malades. C'est ça que j'appelle aussi le concept de médecine personnalisée, c'est qu'il faut laisser exprimer verbalement et avec toutes les ruses possibles des cliniciens les appréhensions, les attentes des patients. Donc je pense que c'est ça, participer au choix. Moi, ma façon de faire participer au choix, c'est néanmoins qu'à la fin, je prends la décision. Parce que je crois que c'est ça qui soulage aussi. C'est-à-dire, on va ensemble dans le projet thérapeutique, on en discute, je vous explique les possibilités, vous me dites ce qui vous va, là où vous êtes en phase, là où vous avez des difficultés, et à la fin, je fais la synthèse et je décide moi. Et je vérifie que vous êtes d'accord. Et sur les effets secondaires? Alors, sur les effets secondaires, oui, il faut les citer. Alors, pour les dire assez rapidement, on les liste. Si vous voulez, je peux vous le faire. On peut faire aussi un enseignement de simulation. Écoutez, le problème numéro 1, c'est le risque de réactivation de tuberculose. Alors, vous n'avez pas la tuberculose, mais si vous avez des facteurs de risque de tuberculose cachés, ce sera un problème. Donc, on va faire les examens pour et on saura le gérer. Et puis ensuite, on égrène les problèmes que sont l'insuffisance cardiaque, les antécédents de cancer, la sclérose en plaques. Et en gros, mais c'est comme ça la consultation, il faut dire les choses. Et en gros, pour moi, une des façons de discuter, je crois, sans stress, on pourra demander à mes patients de même faire une étude là-dessus, mais ils reviennent, c'est d'expliquer, ça, c'est le terrain, vous n'avez pas les facteurs de risque, donc il n'y aura pas de souci, et il n'y aura pas de souci parce qu'on a des conduites très stéréotypées de surveillance clinique et biologique si les problèmes devaient sortir. Globalement, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence? Alors, il y a une très subtile différence sur l'étanercept vis-à-vis de tous les autres, sur le risque éventuellement d'être, par rapport à la tuberculose préexistante, mais par rapport au risque d'être recontaminé, c'est le même. Donc en ce qui concerne les anti-ETNF, c'est quand même très similaire. Les vraies différences ne sont pas vraiment en termes d'efficacité, ne sont pas en termes de tolérance, c'est vraiment de la galénique. Après, il y a des petites spécificités quand même sur le contexte conceptionnel. Il y a quand même le certolizumab qui est probablement plus facile à utiliser quand il y a une idée conceptionnelle à court terme. Et puis il y a des petites spécificités des uns et des autres, mais très très peu. Et même, j'ajouterais même, là on a parlé anti-TNF, je crois qu'on peut même faire un sac biothérapie. Bon, il y a des différences un peu, mais pas tant que ça. Donc c'est pour ça que le choix, souvent, pour nous, n'est pas un choix proactif, c'est tel médicament qui marchera mieux. C'est souvent, voyons par rapport aux facteurs de risque que vous avez, par rapport aux effets secondaires que vous avez déjà eus, et aussi par rapport à votre sensibilité sur sous-cute, IV ou oral, voyons ce qui pourrait vous convaincre de mieux, et c'est pour ça qui serait mieux, et c'est pour ça qu'il faut le faire en connaissance de cause des effets secondaires. Alors évidemment que de temps en temps ça coince un peu. Ah bon docteur, je vais avoir la sclérose en plaques, l'insuffisance cardiaque, le cancer. On reformule, on explique que non, mais ce sont nos points de vigilance importants qui balisent la surveillance avec vous et l'accompagnement du projet thérapeutique. Et vous êtes contraint, je dirais, d'un point de vue médico-légal, de les énoncer aussi. Alors quand ça coince trop, j'explique, je dis écoutez, on en parle parce que je dois vous informer de ce qui est fréquent ou de ce qui est rare si c'est grave, mais heureusement, globalement, ça n'arrive que très très rarement, je donne des chiffres et on peut passer à autre chose de manière sereine. Avant que je prenne l'autre question, est-ce que madame, vous voulez encore le micro? Est-ce que la réponse vous est satisfaite ou parfait? Très bien. Madame? Oui, bonjour. Voilà, j'avais une question au sujet de la biothérapie. Ma fille qui a été diagnostiquée, qui a 20 ans, avait une bonne réponse aux anti-inflammatoires. Et lors de la consultation rhumatologique, on lui a proposé donc cette biothérapie qui n'a pas encore été mise en place. Est-ce que c'est parce qu'elle est jeune qu'elle va avoir une meilleure réponse ou peut-être freiner la maladie? Enfin, je sais pas. Alors, le concept de mettre un traitement fort dans les formes débutantes, il commence à peine à être abordé dans les spondylarthrites, il est beaucoup mieux connu dans la polyarthrite rhumatoïde. Dans la polyarthrite rhumatoïde, on sait que si on a un traitement, pas on tape fort, mais si on a un traitement assez conséquent au début, on a des réelles chances de rémission complète, avec ou sans médicaments. Ce concept dans la spondylarthrite, il est beaucoup moins évident quand même, beaucoup moins évident. Alors, quand vous dites bonne réponse,
il faut voir le détail. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est que ce détail, il ne faut pas qu'il soit source de confusion pour vous. Il faut qu'il soit source de discussion avec les médecins ou les médecins de vos proches. Il faut voir le détail sur le dérouillage matinal, sur les réveils nocturnes et sur la CRP. Parce que même si vous avez une réponse globale qui est pas si mal, avoir une CRP à 1,5 fois la norme pour une spondylarthrite, c'est absolument pas normal. Donc ça, par exemple, pour nous, c'est un facteur dans la spondyloarthrite de vigilance maximale, alors que dans l'APR, ce ne serait pas le même problème. Parce que dans la spondyloarthrite, il n'y a plutôt pas d'inflammation systémique, comme on dit. Pas d'inflammation diffuse dans le sang trop importante. Deuxièmement, je vous ai dit sur le dérouillage matinal, sur la douleur, sur la fatigue, de temps en temps, nos patients sont vraiment courageux. Je suis réveillée à 4-5 heures du matin, je me lève 2 heures avant, comme ça je suis bien échauffée pour aller au travail. Et c'est vrai que c'est essentiel de ne pas s'épuiser, parce que c'est ces épuisements sur le long cours qui font le nid de la fibromyalgie secondaire. Et là, ça devient autre chose. Là, il faut traiter la fibromyalgie, on se désespère, les deux sont confondus, on a du mal à faire la preuve. Donc je dirais, madame, ne m'en veuillez pas, que si on lui a proposé la biothérapie, c'est peut-être que la phrase « elle a une bonne réponse », oui, mais peut-être la réponse est un peu insuffisante au regard de nos critères habituels. Et qu'on pourrait légitimement, je dirais quel que soit son âge, même si elle est jeune, légitimement attendre une vraie rémission. Maintenant, il est exact aussi, je vous parlais du concept de réponse précoce, que certains, et il y a des études qui sont passées qui demandent à être confirmées, proposent d'avoir un traitement maximal chez les femmes jeunes avant la discussion conceptionnelle pour se donner une chance de mettre la maladie complètement à plat. Mais ce n'est pas démontré. Écoutez, vraiment merci, un très très sincère merci pour vos réponses très directes, très 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 claires. Enfin, je pense que vous approuvez tous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez été très complète? Et je crois que c'est cette possibilité de poser comme ça à un professeur de rhumatologie comme vous ces questions de façon brute, c'est un apport énorme, et je crois que ça peut combler des dizaines d'heures passées sur les sites internet. Donc vraiment un merci. Une petite question, mais c'est pas pour finir sur Raoult, croyez-moi. Est-ce qu'on a regardé si les patients sous hydroxychloroquine, traitement vendu largement, donc vos patients sous hydroxychloroquine ont fait moins de maladies? Est-ce que juste ça permettrait au moins d'un peu conclure ce débat? Les rhumatos, regardez ça. Moi, je veux bien parler d'hydroxychloroquine, mais elle n'a pas tellement sa place dans la spondyloarthrite. Non, bien sûr. Non, mais ils sont traités par l'hydroxychloroquine, certains patients. C'est pour ça que je pose la question. Certains de vos patients sont traités en chronique par ça, et ils ont été privés de leurs médicaments, d'ailleurs, pendant la première vague où tout le monde s'est rué pour Mais on traitement. Répondra à cette question sous peu, il y a un registre. Il y a un registre en cours. De la SFR. Et on pourra vous dire ça. Parce que là, c'est vraiment trop des histoires de chasse. Mais si vous voulez une histoire de chasse, parce que il y a quand même des effets pharmacologiques dans les boîtes de pétri qui montrent que ça a un intérêt. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que ça marche sur les cellules dendritiques, donc c'est une molécule que je connais bien. Dans d'autres rhumatismes, ça marche. Moi, mon binôme qui a fait la guerre anti-Covid avec moi, il a fait la Covid avec de la fièvre, il a pris son petite association. Il était sur pied 5 jours après, et voilà. C'est pas une démonstration. Il y a absolument des bas. C'est sûrement pas la panacée. Et puis heureusement, on va terminer là-dessus si vous voulez bien. Moi, le deuxième du binôme, j'ai fait une Covid, mais ultra light pour le coup, avec mal au crâne 5 jours, mais à rester couché. Ce que je veux vous dire, c'est que heureusement, 80% des gens font des formes modérées ou vont très bien. Ouais. D'accord. Merci. Une dernière. C'est vous qui à chaque fois avez la dernière question qui est en retard. Non, mais on la prend avec plaisir, et après on s'arrête parce qu'on doit vous libérer, je sais. Encore merci beaucoup. Une question très pratico-pratique. Lors de la plupart des présentations qu'on a au JNS, on nous parle beaucoup des recommandations de la SFR et de l'EULAR. Moi, j'ai la chance de parler anglais couramment, et les documentations sur l'EULAR sont quasiment en accès libre, donc je me renseigne beaucoup là-dessus. Mais au niveau de la SFR, je n'arrive pas à avoir accès à ces documents parce que j'ai l'impression qu'il faut être adhérent ou praticien.
C'est vraiment très pratico-pratique. Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Et comme c'est en français, je pense que ça peut aider aussi beaucoup de patients qui sont pas forcément anglais courant et ne peuvent pas avoir accès à de l'anglais technique sur le site de l'ELAR. En fait, vous me l'apprenez, mais je vais transmettre parce que elles sont publiées dans des revues de pairs. Donc effectivement, là, souvent, il faut un abonnement. Et je pensais qu'elles étaient accessibles, mais je vais transmettre. Ça me paraît une erreur. Parce que il faut corriger ça. Pour l'ELAR, Merci. en fait, c'est principalement transmis via le BMJ, Ouais. donc British Medical Journal, Ouais. qui met en accès libre la plupart des recommandations. Ouais. Alors que John Bonspine, je pense que non, c'est Elsevier. Ceci étant, juste souligner le fait, et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel, c'est que les recommandations, elles sont appliquées aussi au système de santé dans lequel on est, et c'est-à-dire en clair au remboursement. Donc je vais transmettre à qui de droit? À la SFR. Oui, ça me paraît important. Merci beaucoup. pour cette remarque importante. Merci infiniment, on vous applaudit, vraiment. Bonne journée. Merci pour le temps consacré cette matinée.